Au fil du Gers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Brunel de Gers Développement. Vous écoutez Au fil du Gers, le podcast qui interviewe des personnalités du Gers au parcours inspirant. Chaque épisode du podcast est l'occasion de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes gersois d'origine ou de cœur qui sont chefs étoilés, agriculteurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, vignerons, artistes ou encore sportifs. Ils ont accepté, le temps d'une interview, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. On parle de leurs réussites et de leurs échecs dans leur vie professionnelle ou personnelle, mais aussi de leur attachement pour notre département. Vivre dans le Gers, c'est apprécier la qualité de vie, le dynamisme économique, la gastronomie, le patrimoine culturel et historique, les paysages naturels, la gentillesse des habitants, l'agriculture, les produits frais locaux et bio, les loisirs, bref, on est heureux dans le Gers. Pour ce nouvel épisode du podcast, essayez de deviner avec ces quelques indices le sujet d'aujourd'hui. Si je vous dis lunettes blanches, museau blanc, bas du ventre blanc, robe noire voire un peu brune, poids d'environ 250 kg et grandes oreilles, de quoi s'agit-il ? Bonjour bébé. Eh bien, c'est l'âne des Pyrénées. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Cécile Guichard de la ferme du Huiton, située à Biran, à une quinzaine de kilomètres d'Auch dans le Gers. Cécile et son mari Emmanuel sont paysans savonniers et ont créé cette ferme biologique il y a 10 ans. Ils élèvent aujourd'hui des ânes des Pyrénées, une race menacée de disparition. En plus de cette activité, ils cultivent et distillent des plantes aromatiques et médicinales biologiques. Lors de leur rencontre, Cécile et Emmanuel n'étaient pas du tout prédestinés à travailler dans l'élevage de l'âne des Pyrénées dans le Gers, mais leur passion commune pour les animaux, pour l'écologie et l'envie de faire du bien à la planète les ont conduits vers ce chemin. Cécile nous raconte aujourd'hui leur belle histoire. De leur début difficile jusqu'à leur élection très récemment dans la ferme préférée des Français sur France 3, leur parcours inspirant donnera peut-être à certains l'envie de tout quitter pour tenter une nouvelle aventure de vie. Au cours de l'épisode, vous entendrez quelques bruits de tracteurs ou encore des petits sons émis par Pipa, la chienne de Cécile, qui était avec nous lors du tournage. On a eu envie de les laisser car c'est aussi ça qui fait le charme de la vie à la ferme. Mais je ne vous en dis pas plus, place maintenant à ma conversation avec Cécile Guichard. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue dans la caravane et je vous remercie de nous accueillir ici sur le parking de votre ferme. La vue d'ici est absolument magnifique. Alors je voulais avant tout commencer par vous féliciter d'avoir été élue la ferme préférée des Français 2021 et d'avoir fait rayonner le Gers et l'Occitanie dans cette émission diffusée sur France 3 en mars dernier qui a rassemblé près de 2 millions de téléspectateurs. Vous avez été élue favorite parmi les 14 fermes des 14 régions de France. Un grand bravo pour ça. Alors Cécile, cela fait maintenant 10 ans que vous travaillez avec Emmanuel, votre mari, sur la ferme. Racontez-nous comment l'idée vous est venue de tout quitter pour élever des ânes des Pyrénées. Vous étiez à l'époque en Nouvelle-Calédonie, il me semble ? Oui, en effet, nous étions en Nouvelle-Calédonie, mais en réalité, on n'a pas tout quitté pour créer la ferme. L'histoire est un peu différente. La réalité, c'est que mon mari était enseignant. Et au bout de 4 ans, eh bien, on doit quitter le territoire dans lequel on était très bien d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, pour retourner en France. Et on a été muté, enfin il a été muté dans le Gers, à Auch. Et puis on s'est dit, tiens, c'est quand même sympa le Gers, c'est super joli. Pourquoi on n'essaierait pas de se poser un peu, trouver une maison. En réalité, l'idée c'était plutôt de trouver une ruine, avec peut-être 1 hectare, pour avoir un âne. C'était ça l'idée de départ. Et puis, on a visité des lieux. Et puis, un jour, on est tombé sur le Huiton. Et là, ça a été le coup de foudre immédiat. Quand on est arrivé, c'était une fin de journée d'avril. Il faisait un temps superbe. Et on est arrivé sur cette petite colline avec sa petite ruine au fond.
et un paysage incroyable, les Pyrénées à l'horizon, des lièvres qui sautillaient, des chevreuils qui passaient. Enfin, c'était vraiment une Un petit image coin de paradis. complètement incroyable. Et puis le soir même, on a validé, on a dit OK, on signe. Sauf que ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas 1 hectare, mais 45 hectares. Et 45 hectares, ça veut dire obligation d'exploiter. Alors on aurait pu tout à fait faire exploiter par un fermier du coin. Il y avait d'ailleurs un fermier juste avant qui avait des brebis. Et on s'est dit, ah, c'est quand même dommage, on sera dans notre petite maison et puis autour il y aura des clôtures avec des brebis et ce ne sera pas vraiment chez nous. Alors de fil en aiguille, on a réfléchi et puis on est parti voilà, sur le projet des ânesses, puisque moi je travaillais déjà dans les cosmétiques avant et je savais que le lait d'ânesse avait des propriétés intéressantes pour la peau, que j'ai toujours aimé les équidés, plus particulièrement les chevaux il faut dire, mais les ânes pourquoi pas. Et voilà, on est parti sur cette idée d'avoir un troupeau d'ânesses et de démarrer comme ça une nouvelle activité, mais c'est entre guillemets le hasard qui a fait que on a créé cette ferme. Passionnante cette histoire. Bon alors passer des températures de Nouvelle-Calédonie au Gers, là je dois vous demander comment s'est passée l'adaptation à cette nouvelle vie gersoise et quels ont été vos premiers ressentis? Alors, ça n'a pas été très très difficile à vrai dire, puisque contrairement à ce qu'on peut croire, en Nouvelle-Calédonie, en hiver, il fait un peu frais. Voilà, les températures peuvent descendre. Donc on a vraiment une certaine saisonnalité, contrairement à Tahiti par exemple, où ça va être vraiment tropical et chaud tout le temps. La Calédonie, on a vraiment 2 saisons, avec une saison d'été très sèche, très chaude, et une saison d'hiver pluvieuse et où les températures peuvent descendre à 5 degrés. Voilà. Et finalement, dans le Gers, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Très, très, très chaud en été et même au printemps et parfois même en plein hiver. Et on a des mois de février très chauds ici. Donc, ce qui fait que ça a été. Au niveau température, c'est pas dépaysant. Par contre, c'est vrai qu'au niveau paysage, c'est pas la même chose, la Nouvelle-Calédonie et le Gers. Mais non, vraiment, je regrette pas du tout. Et j'adore notre Huiton vallonné. C'est toujours un plaisir d'admirer ce paysage, en fait. Et alors qu'est-ce que vous aimez plus particulièrement dans le Gers? Alors, ce que j'aime dans le Gers, c'est les vallons. Voilà. Moi, j'ai vécu une partie de mon adolescence en Charente-Maritime. Terrain très 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 plat par là-bas et c'est vrai que j'ai toujours aimé les terrains vallonnés donc voilà je trouve ça très apaisant et très joli voilà ce mélange à la fois de terre cultivée de bois voilà j'aime vraiment beaucoup oui. C'est vrai que ce sont vraiment des très jolis paysages. Alors on reste dans les débuts de cette grande et folle aventure. Donc en 2010, vous achetez cette ferme complètement en ruine, vous l'avez dit. J'imagine que les débuts ont été quand même difficiles. Combien de temps ont duré les travaux pour rénover la ferme? Les travaux ont duré très longtemps, puisqu'on n'a pas fait faire les travaux et c'est Emmanuel Manu qui a fait quasiment tous les travaux, à part le gros œuvre. Donc, il y avait une ruine, il y avait une grange, et on a en réalité transformé la grange en maison d'habitation et en lieu de travail. Et la ruine, pendant très longtemps, ça a été simplement la salle de traite des ânesses. Donc ça a mis plusieurs années, 5-6 ans pour finaliser ces premiers travaux. Mais en réalité, on est toujours en travaux. Parce que ça met du temps, parce qu'il y a des nouvelles idées qui apparaissent avec des envies de faire des choses différentes. Ce qui fait qu'on est un petit peu toujours en transformation. C'est génial. Bon alors on va parler maintenant des petites stars de la ferme, de vos petits protégés. Donc aujourd'hui, sur ces 30 hectares, combien d'ânes et d'ânesses vous avez et combien de naissances par an? Alors nous avons surtout beaucoup d'ânesses, puisque des mâles, il n'y en a pas. Alors il n'y en a pas, c'est pas vrai. On a un mâle reproducteur qui va être chez nous entre mars et juin pour la reproduction. Et il va saillir aller entre 15 et 18 ânesses pour avoir au final aller entre... Alors cette année on va avoir que 9 naissances, entre 9 et 15 naissances par an. Voilà. Et alors quelle est la durée de gestation d'une ânesse? Alors la gestation est très très longue, c'est la plus longue en ce qui concerne les animaux d'élevage et la gestation est de 12 à 13 mois. Ah oui, c'est long. Et alors comment faites-vous pour éduquer et prendre soin de vos ânes au quotidien? Est-ce que c'est comme les chevaux, on doit les panser, on doit leur faire de l'exercice? Alors les ânesses qui sont ici, leur métier c'est de faire des bébés.
et de me donner du lait. Donc il n'y a pas énormément d'éducation à faire. Il faut juste qu'elles apprennent, et elles apprennent vraiment très vite, à rentrer dans la salle de traite. Voilà, c'est un petit peu les seules choses qu'elles ont à faire. Alors après, moi, ça m'arrive évidemment de déplacer le troupeau d'une parcelle à l'autre. Et ça, j'ai juste à me mettre derrière le troupeau et à leur indiquer avec des signes, avec des sons, dans quelle direction aller. Et elles comprennent. Et comment décrire le caractère de l'âne, et en particulier l'âne des Pyrénées ? Alors, l'âne des Pyrénées n'aura pas un caractère spécifique par rapport à un autre âne. C'est juste, on va dire, sa physionomie et ses couleurs qui vont le définir comme étant un âne des Pyrénées. Et puis surtout, où il est né. Et comment dirais-je, le berceau de l'âne des Pyrénées, c'est bien sûr de part et d'autre de la frontière franco-espagnole et sur toute la plaine de l'Aquitaine jusqu'à Toulouse. Donc ça, c'est ce qui définit, ce qui caractérise l'âne des Pyrénées. Mais après, au niveau du caractère, eh bien, c'est ce qu'on va en faire, en réalité. C'est-à-dire qu'un âne pas éduqué peut être un âne très, très, très difficile à gérer. Et en revanche, un âne éduqué, eh bien, on va pouvoir en faire presque ce qu'on veut. Et c'est pas pour rien qu'ils étaient très utiles par le passé dans les fermes. On voyait souvent plus d'ânes que d'autres animaux pour tout ce qui était travail agricole, portage. Eh bien, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un animal intelligent, fidèle et qui apprend très vite. Et vaillant aussi, non ? Très vaillant, oui, très solide, très vaillant, très courageux. Voilà, un animal magnifique. Et alors, qu'est-ce que ces animaux vous apportent à vous tous les jours ? C'est difficile à décrire, c'est vraiment... c'est une relation d'amour en fait. Ça paraît fou à dire, mais voilà, je suis tombée vraiment amoureuse de mes ânes. Quand on a démarré, j'avais jamais touché un âne de ma vie. On a acheté les 8 premières ânesses en 2012 et depuis c'est l'amour fou. C'est des animaux très très affectueux, attachants, qui viennent énormément au contact, qui recherchent les caresses. Qui sont très expressifs. C'est vraiment des animaux formidables. Oui, une belle complicité entre vous. Alors, je l'évoquais en introduction, vous êtes paysan savonnier. Le lait des ânesses vous permet de fabriquer des produits cosmétiques. Comment on passe du lait d'ânesse au savon, par exemple ? Quel est le processus de fabrication ? Alors oui, nous, on va récolter notre lait d'ânesse, on va le conserver dans des congélateurs. Et pour faire du savon, eh bien, c'est pas le lait d'ânesse qui va se transformer en savon, ça va être simplement un additif, comme on aurait le parfum, comme additif ou la couleur. Sauf que nous, c'est un additif qui est incorporé à hauteur de 30%, donc c'est pas un tout petit additif. Mais en réalité, pour faire du savon, il faut de la matière grasse et une base alcaline. La base alcaline, c'est la soude. Lorsque je fais rentrer en contact de la soude avec des matières grasses, eh bien, j'ai une réaction chimique qui se produit, qui s'appelle la saponification. Et on va avoir les molécules d'acide, les acides gras des huiles qui vont s'agglomérer aux molécules de soude pour se transformer en savon et en glycérine. C'est magique. Super intéressant. Alors, je me suis renseignée pour préparer cette interview. Donc, le lait d'ânesse est utilisé depuis des millénaires. Au temps des peuples égyptiens, les boissons et savons au lait d'ânesse étaient déjà à l'honneur. Cléopâtre se baignait même dans des bains de lait d'ânesse. Les Romains en faisaient une boisson de luxe. Hippocrate, lui, le recommandait pour toutes sortes de maux, les douleurs articulaires, cicatrisation des plaies. Quels sont, selon vous, les plus grands bienfaits et les vertus du lait d'ânesse ? Le lait d'ânesse pour la peau est très très intéressant. Il est riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et l'histoire, et puis notre expérience aussi, nous a prouvé que sur des problèmes de type eczéma, psoriasis et même acné, eh bien, on va avoir une amélioration des symptômes qui va être très très importante. Et ensuite, le lait à boire en alimentaire, eh bien effectivement, on a une connaissance historique, mais tout récemment, il y a une étude qui a été menée à l'INRA à Toulouse, qui a prouvé que le lait d'ânesse avait des vertus et un effet positif sur les personnes souffrant de la maladie de Crohn, qui est une maladie d'hypersensibilité digestive, pour laquelle il n'y a pas de remède, mais en buvant un petit verre de lait par jour en cure, eh bien, on arrive à améliorer et à soulager les symptômes. Et alors, est-ce que c'est un lait difficile à obtenir si l'on compare par exemple au lait de vache ? Oui, ça va être plus difficile à obtenir, non pas parce que les animaux vont pas se laisser faire, pas du tout, mais plutôt parce que c'est une technique particulière pour récolter le lait d'ânesse.
Si je prends l'exemple des vaches, eh bien, c'est des animaux qui ont été sélectionnés génération après génération pour produire du lait. Donc finalement, on sépare le veau définitivement de sa mère à la naissance et ensuite il suffit de traire pour activer la lactation pendant toute la saison de traite. Avec les ânesses, c'est différent. Il n'y a eu aucune sélection génétique. On ne veut pas leur en faire subir, on veut que ça reste des animaux rustiques. Et donc il va falloir s'adapter au fonctionnement de l'âne et de l'ânesse. Et naturellement, l'ânon tète aussi bien le jour que la nuit, toutes les 15-20 minutes. Mais si je sépare définitivement le petit de sa mère, elle va se tarir en 2-3 semaines. Si je veux traire entre 2 tétés, il n'y a pas de lait. Donc la seule solution, c'est de séparer la maman de sa mère pendant la journée et qu'ils se retrouvent le soir. Donc finalement, on va prendre seulement une toute petite partie du lait, en moyenne 2 litres par jour et par ânesse, et le reste du temps, c'est l'ânon qui va téter. Donc d'où la rareté du produit et la difficulté finalement de l'obtenir. C'est précieux. Alors si l'on parle maintenant de votre gamme, donc en plus d'être des produits éthiques, naturels et sains, moi je dois dire que vos produits sentent très très bons. J'ai eu l'occasion d'en tester certains, notamment le gommage corps au sucre bio à la lavande et la crème visage. Je souhaitais vous demander quelle est votre stratégie pour mettre en avant vos produits, alors que ce soit dans les points de vente ou sur le web. Alors nous, ce qu'on met en avant, c'est notre rôle de paysan savonnier, de travailler la matière première, d'avoir la maîtrise finalement de la matière première, aussi bien le lait d'ânesse que les plantes aromatiques, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on est producteur de plantes aromatiques également, et on transforme tout sur place. Et c'est ça qui fait vraiment notre caractéristique et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant dans les réseaux. On n'est pas simplement comme certaines marques cosmétiques qui se développent aujourd'hui où finalement c'est des gens qui sont très forts en marketing mais derrière ils font faire leurs produits, l'éthique peut être parfois douteuse ou pas d'ailleurs, mais nous notre particularité c'est vraiment qu'on travaille la matière première, on la transforme et on la commercialise nous-mêmes. Pour en faire un produit de qualité. Oui. Alors les auditeurs peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook, une page Instagram, Iton Savonnerie Bio. J'ai vu que vous aviez lancé aussi un partenariat avec des influenceuses sur les réseaux. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors ce partenariat, c'est pour essayer de rayonner un petit peu plus sur les réseaux, puisque c'est quand même très difficile de rester visible si on ne communique pas beaucoup. L'idée dans cette première opération, c'était d'abord de travailler avec des ambassadrices, donc des micro-influenceuses qui vont pouvoir parler de nos produits, alors qui vont d'abord nous aider à finaliser les nouvelles recettes, donc ça nous tenait à cœur, pour qu'elles puissent nous donner leur ressenti, et notamment sur les parfums. Et puis qu'elles en parlent autour d'elles et cette petite influence autour d'elles, eh bien ça peut bouger des montagnes, on va dire. Et effectivement, la prochaine étape sera de travailler avec des influenceuses avec un petit peu plus d'abonnés, qui ont un peu plus pas de professionnalisme, mais d'expérience, et qui pourront aussi travailler avec nous pour promouvoir nos produits, et faire découvrir notre travail. C'est une bonne stratégie. Alors ce lait ne vous sert pas seulement à produire des shampoings, des crèmes ou encore des savons, il sert aussi à fabriquer de la pâte à tartiner. Vous avez d'ailleurs participé avec ce produit à plusieurs concours, celui de la Fondation du patrimoine. Vous avez gagné le prix national agro-biodiversité en 2018. Et puis en 2016 aussi, vous aviez participé au concours de la création agroalimentaire bio que Gers Développement organise. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ces concours ? Alors participer à des concours, c'est intéressant c'est beaucoup de la communication finalement pour se faire connaître et puis un petit peu aussi pour tester ce qu'on fait et voir si ça plaît, si ça a du sens. Et je pense ne pas me tromper en me disant que oui, ça a du sens. Alors, c'est pour la pâte à tartiner, c'était effectivement le prix de l'innovation agroalimentaire bio. Et l'autre titre dont vous avez parlé, là, c'était plus spécifique aux ânesses et à l'élevage des ânesses des Pyrénées, du fait que c'est une race menacée de disparition. Donc ce qui a plu finalement à la Fondation du patrimoine dans notre projet, c'est bien sûr de faire naître des ânons, mais pas seulement, c'est aussi toute notre éthique, tout notre travail
aussi bien de fabriquer des produits de qualité à partir du lait d'ânesse, mais aussi le fait de recevoir des visiteurs. On reçoit plus de 6000 visiteurs par an, et donc de sensibiliser nos visiteurs à cette notion de race menacée. Mhm. Et sur la ferme, c'est pas la seule race qui est menacée de disparition. Il y en a d'autres. Vous Vous voulez en savoir plus? Oui, je veux bien. Alors, on a aussi des poules gasconnes, hein, c'est la race locale, qui est également menacée de disparition. Et depuis peu, on a des chèvres des Pyrénées, puisqu'on est en train de réfléchir ça va bientôt sortir, à une nouvelle gamme de savons au lait de chèvre. Mais on veut toujours rester dans cette idée d'avoir vraiment une éthique, de faire des produits qui ont du sens. Et là, on va participer à la préservation de cette chèvre des Pyrénées. Super info à retenir. Où pouvons-nous retrouver tous vos produits? Alors, on peut trouver nos produits, surtout pour l'instant dans le sud-ouest, dans les magasins bio, dans les pharmacies. Et dans certaines parapharmacies aussi de grandes enseignes, mais on peut aussi acheter en ligne sur notre boutique en ligne et bien sûr sur place à la ferme. Et c'est combien de personnes du coup qui travaillent à vos côtés maintenant sur la ferme du Huiton? Alors on commence à être nombreux, pas depuis longtemps, mais on commence à être nombreux. Alors sur la partie agricole, il y a une seule personne, Esther, qui travaille avec nous. Ça fait beaucoup de travail pour elle, hein, mais bon, on est là aussi pour la seconder. Et sur la partie fabrication, commercialisation, là, on est 10 personnes. Waouh! Alors je voudrais parler maintenant de vous, Cécile, car votre parcours est vraiment inspirant et passionnant. Vous travaillez, donc on l'a dit, avec votre mari. Alors les rôles sont bien répartis. Vous occupez des ânes et lui s'occupe des plantes. Il y a immortelle, lavande, menthe poivrée, romarin. En tout, c'est 80 000 plants sur les 4 hectares, c'est ça, réservé aux plantes. Donc vous proposez... Alors ça a un petit peu changé depuis très peu de temps. Il y a à peu près 3 semaines, on a fait une nouvelle plantation et là, on est passé à 143 000 plants. Impressionnant. Et en plus de la lavande, immortelle, romarin, menthe poivrée qu'on avait déjà et qu'on a replanté, on a rajouté de la sarriette, de l'origan, de la sauge sclarée, 3 types de thym différents, de la mélisse. On a vraiment étoffé notre gamme, on va dire. C'est génial. Alors vous avez tous les deux des métiers très physiques. En préparant l'interview, je suis tombée sur une vidéo d'Emmanuel qui désherbait à la main un champ entier pour respecter le cahier des charges de l'agriculture bio. Est-ce que je peux vous demander d'où vous vient tout ce courage et cette force? C'est un peu, je sais pas, c'est un peu certainement notre nature. Et puis une fois qu'on a commencé quelque chose, eh bien, on se retrouve un petit peu sur la locomotive sans les freins et il faut avancer, avancer. Voilà. Et vous le faites bien. Quelle valeur vous transmettez chaque jour à vos 2 enfants qui vivent aussi à la ferme? La première chose qu'on leur transmet, c'est le respect de la nature, hein, le respect de la nature, de l'environnement et le respect des gens. Voilà, le respect des humains. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est vraiment un ensemble. Voilà. De quoi êtes-vous la plus fière? Qu'est-ce qui vous motive tous les matins? Alors, la plus fière, c'est, je pense que c'est de vivre avec des animaux, de leur donner un cadre de vie serein. Voilà, nos ânesses, voilà, c'est un troupeau avec plus de 30 animaux qui vivent en harmonie sur de grands espaces, en famille, en troupeau. C'est des animaux qui sont bien dans leur corps, bien dans leur tête. Et ça, fait pour moi la chose la plus importante et dont je suis le plus fière, oui. C'est vrai qu'ils sont heureux ici, hein? Oui. Alors, si parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont envie de se reconvertir ou ont envie de se lancer dans l'élevage, d'être plus au contact de la nature, qu'aimeriez-vous leur dire pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur objectif? Faut pas avoir peur du travail. Ça, c'est une première chose, mais après, il y a énormément de satisfaction, hein. C'est un plaisir au quotidien. Si on est éleveur, c'est de donner la vie. Si on cultive des plantes, eh bien, c'est de les voir pousser, de les voir se développer. C'est formidable. Mais il y a beaucoup d'embûches. La météo en est une, mais il y en a plein d'autres. Alors la ferme du Huiton se visite, hein, donc vous avez dit tout à l'heure que vous accueillez chaque année de nombreux visiteurs. Alors c'est quel type de touristes? Est-ce que ce sont des classes scolaires? Est-ce que ce sont des enfants? Ou vous accueillez vraiment tout type de public? On accueille tout type de public, mais on va dire que l'essentiel, c'est vraiment des visiteurs, des vacanciers qui vont venir en famille
ou pas d'ailleurs, ça peut être des couples jeunes, plus âgés, c'est vraiment très très large notre public. Mais on accueille également des groupes de personnes handicapées. Ça, c'est des visites un peu plus spécifiques, un peu plus personnalisées, où on va un peu moins raconter, un peu moins parler et être vraiment plus avec les animaux pour les câliner, les dorloter. Donc il y a vraiment ce contact physique avec l'animal qui est super. On va recevoir aussi des personnes âgées qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer par exemple et qui viennent de maisons de retraite, qui vont passer 1 heure ou 2 pour sortir un petit peu de la maison de retraite et puis passer quelques heures avec les animaux. Des centres aérés aussi, on reçoit voilà, un peu de tout, on accueille tout le monde. Voilà. Alors vous en avez parlé tout à l'heure, hein, vous avez des projets pour élargir votre gamme. Est-ce que vous avez des projets aussi sur la ferme? Oui, il y a des projets. La ruine dont on parlait en début d'entretien, eh bien, on la transforme à présent en gîte. Hein, ça va être un gîte qui pourra accueillir jusqu'à 8 personnes. Avec une piscine, donc tout confort, vraiment hyper confortable. Et vraiment la particularité, c'est d'être au centre de la ferme avec les animaux autour. Si nos visiteurs veulent simplement séjourner, être tranquilles, faire leur vie, ils peuvent. Mais s'ils veulent nous suivre un petit peu dans nos activités, ils le pourront aussi. Donc ça peut faire une jolie immersion dans notre vie d'agriculteur. Et on est en train aussi, ça devrait arriver bientôt, on va installer des écolodges. Ce sont de grandes tentes safari qui font un peu plus de 40 mètres carrés chacune. Il y en aura 3 seulement. Un peu plus bas dans les bois, où les gens pourront aussi, nos visiteurs pourront passer un moment un petit peu hors du temps, un safari fermier, voilà, ils pourront faire. Ça pourrait être très sympa. Et on est également, c'est pas fini, hein, je peux continuer. Hein. On est aussi en train de. On a envie de savoir. On a aussi un petit salon de massage et de salon d'esthétique qu'on est en train de finaliser, dans lequel on pourra prendre des bains au lait d'ânesse, hein, pour faire comme Cléopâtre. Il y aura la possibilité de faire ça. Et puis on a un projet encore plus ambitieux à venir. J'espère qu'il pourra être mis en œuvre et finalisé pour le printemps prochain. C'est d'agrandir la boutique qui est très petite pour l'instant et surtout de faire un espace restauration et une salle de séminaire pour accueillir des entreprises. Parce que c'est vrai qu'il y a une demande dans le Gers, ça manque un petit peu. Il y a quelques lieux qui proposent ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que nous, la particularité, c'est non seulement de faire son séminaire, mais en plus de se retrouver dans une ferme, pouvoir aller passer 1 heure ou 2 avec les animaux, se promener dans les bois avec. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et l'espace restauration, l'idée, c'est de proposer vraiment des choses assez simples. Des belles tartines genre pain poilane avec les charcuteries du Gers, avec l'excellent porc noir gascon notamment, les fromages locaux, et puis proposer des très belles salades où on mettrait dans nos salades des petites touches de sauvagerie avec des plantes sauvages comestibles et des fleurs. Ah, que de beaux projets! Pour terminer en beauté cet épisode, je vous propose de répondre à 5 questions un peu décalées afin de mieux vous connaître. Ces réponses à ces questions seront filmées et les auditeurs pourront les retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Instagram Au fil du Gers que nous avons lancée très récemment. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. C'est parti. Si vous étiez un personnage Disney, vous seriez lequel ? Pouh. J'allais dire Roi Lion, mais je ne sais pas pourquoi. Sérieux ou humour ? Humour. Avec quel objet partiriez-vous sur une île déserte ? Avec mon chien. Ah non, c'est pas un objet. Avec quel objet Avec quel objet Une île déserte. Un chapeau. Quel est votre dessert préféré ? La crème brûlée. Quelle est votre chanson sous la douche ? Chanson sous la douche. Je chante pas sous la douche. Non, je chante hyper faux en fait. Donc je chante jamais sous la douche. Merci Cécile pour ce témoignage très touchant. Vous êtes un très bel exemple à suivre. Une femme avec beaucoup de ténacité et d'authenticité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour vos prochains projets. Merci beaucoup.
Chers auditeurs, je m'adresse à vous maintenant. Si le podcast vous a plu, le meilleur moyen de nous le dire et qui va nous aider à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Deezer, Spotify, SoundCloud. Ça nous aide vraiment, alors on compte sur vous. À très vite sur Au fil du Gers pour connaître le nom de notre prochain invité. Je remercie les Échos de Coco, sans qui la réalisation de ce podcast n'aurait été possible.